All rise. We will be. Please be seated. Le juge président, veuillez vous asseoir. Nous entamons la dernière session de l'audience d'aujourd'hui et nous allons passer à la plaidoirie du procureur. Madame Sanson, vous avez la parole. Madame Sanson, merci. Madame le Président, Messieurs les juges, les éléments de preuve présentés lors de cette audience de confirmation établissent des motifs substantiels de croire que Bosco Ntaganda est pénalement responsable des crimes qui lui sont imputés dans le document contenant les charges. Au cours de sa présentation, l'accusation a expliqué comment les éléments de preuve étayent les différents éléments des crimes et modes de responsabilité. Elle a présenté des éléments de preuve directs de ces crimes, le contexte dans lequel ils ont été commis et la responsabilité pénale individuelle de Bosco Ntaganda dans ces crimes. L'accusation s'est appuyée sur des éléments de preuve et des positions de 18 témoins qui ont été témoins oculaires ou victimes de ces crimes. 8 témoins privilégiés militaires de l'UPC, y compris un enfant soldat, 2 témoins privilégiés politiques de l'UPC, 6 observateurs indépendants neutres de ces crimes, dont 3 étaient basés en permanence en Ituri à l'époque, et les 3 autres ont mené des missions en Ituri pendant un certain temps en vue d'enquêter et d'évaluer les événements qui avaient eu lieu en Ituri. Nous sommes appuyés également sur 4 témoins qui vivaient en Ituri à l'époque et qui étaient en contact fréquent avec les cadres de l'UPC-FPLC. Nous avons également présenté des vidéos montrant les événements et des registres ou documents de l'époque de l'UPC-FPLC. La défense voudrait vous faire croire que tous ces témoins, dans leurs rôles divers et variés et dans leurs différentes positions, se sont trompés. Que ceux qui ont participé directement à ces attaques, ceux qui ont été les victimes de ces crimes et ceux qui les ont observés se sont trompés. Que d'une façon ou d'une autre, ces témoins se trompent. Ce ne sont pas les forces de l'UPC qui ont commis ces crimes contre eux et leurs voisins. Les éléments de preuve des 10 témoins privilégiés sont suffisants pour démontrer à la Chambre qu'il y a des motifs de croire que l'UPC-FPLC ont commis des crimes crapuleux contre la population civile non-EMA en Ituri et que Bosco Ntaganda est responsable de ces crimes. Ces témoins de différents rangs donnent des descriptions détaillées de la structure de l'UPC, de la planification et de l'exécution des attaques militaires, du fait d'avoir ciblé intentionnellement des civils, des crimes commis par les troupes, du manque ou de l'absence de punition ou de sanctions pour ces crimes, et surtout du rôle central de Bosco Ntaganda au sein de l'organisation et de l'établissement et de la poursuite de ses politiques. Bosco Ntaganda prétend que lui et ce co-auteur n'auraient pas pu avoir un plan, le plan d'occuper l'Ituri et d'en expulser la population civile non-EMA pour prendre contrôle du territoire. Il déclare que l'UPC était un mouvement qui visait uniquement à établir la paix dans la région et qui couvrait tous les groupes ethniques en Ituri et voulait les protéger contre tout danger.
Madame la Présidente, Messieurs les juges, rien n'est moins vrai. J'aimerais vous rappeler la déposition du témoin P768, témoin privilégié, qui nous parle des intentions réelles de Bosco Ntaganda, qu'il aurait entendu directement de la bouche de Bosco Ntaganda à multiples reprises. Et je cite: il sensibilisait les militaires, et en particulier les jeunes civils Emma qu'il était en train d'armer. Il leur disait: les Lendus sont nos ennemis et nous devons les exterminer. Nous devons les faire disparaître, les chasser de ces territoires que nous occupons. Fin de citation. C'est précisément le plan commun tel que l'a présenté l'accusation. C'est précisément la politique et le plan que Bosco Ntaganda a décidé et mis en œuvre. C'est ce qu'il a ordonné, commis, encouragé, et telle était son intention. Et pour le moins, il savait que tel serait le résultat dans le cours normal des événements. Les remarques en public des cadres militaires de l'UPC ne remettent pas en cause les éléments de preuve critiques de leurs propres troupes, tels que présentés dans le détail par l'accusation. Des témoins privilégiés et non privilégiés ont tous confirmé que l'UPC ciblait des civils. Et cette pratique et cette politique est bien loin du discours public. À l'époque, les cadres de l'UPC étaient en train de construire une armée, d'obtenir des armes et des munitions et menaient des attaques contre différents villages partout en Ituri et planifiaient, ordonnaient, encourageaient et toléraient que soient commis des crimes. En effet, le témoin P768, dont j'ai parlé il y a quelques instants, a entendu à plusieurs reprises, pendant les assauts sur Mongwalu et la région environnante, Bosco Ntaganda dire qu'il fallait exterminer les Lendus et les chasser des territoires occupés. Et ce témoin fait partie d'un des 3 témoins sur lesquels la défense se repose pour dire que l'objectif principal de l'UPC à Mongwalu n'était pas de cibler les Lendus ou d'autres civils non Emma. Les 2 autres témoins militaires privilégiés, le témoin P38 et P55, décrivent également comment les civils étaient ciblés délibérément par l'UPC pendant les assauts sur Mongwalu. Et ces 3 témoins privilégiés ne sont pas les seuls témoins à confirmer que les civils non Emma, et notamment les Lendus, étaient ciblés délibérément, y compris pendant cette attaque sur Mongwalu. Toutes les victimes et témoins privilégiés militaires et politiques et observateurs indépendants, tels que les 2 témoins des Nations Unies, P46 et P317, et le chercheur de l'ONG internationale P315, ont tous fourni des éléments de preuve démontrant le ciblage intentionnel par l'UPC des civils non Emma, surtout des Lendus, au cours de ces attaques, y compris sur les collectivités de Banyalikilo et de Walendu Chatsi. Madame, Messieurs les juges, alors que vous vous demandez si une attaque était dirigée contre les civils non Emma par les forces de l'UPC, y compris à Mongwalu, l'accusation souhaite vous rappeler que dans le cadre des éléments de crime contre l'humanité, l'élément qui sous-tend ces crimes est l'interdiction absolue du ciblage de civils en droit international coutumier. Est-ce que cela signifie que l'UPC avait un motif personnel ou militaire d'attaquer ces lieux et en même temps de cibler délibérément les civils, car il voulait simplement en chasser
les ennemis APC et Lendu et parce qu'ils voulaient s'approprier les mines d'or. Est-ce que cela vous permet de dire qu'il n'y avait pas de crime contre l'humanité? Vous devez répondre non à cette question. L'accusation a 3 arguments à ce sujet, 2 d'ordre juridique et 1 d'ordre factuel. Premièrement, argument juridique. Lorsqu'il y a ciblage intentionnel des civils, le fait qu'il existe d'autres motifs motivant une attaque militaire ou autre ne change rien au fait que le ciblage était délibéré, intentionnel et constitue une attaque lancée contre une population civile. La Chambre d'appel du TPY, dans l'accusation contre Tadic, a estimé que la Chambre de première instance s'était trompée en droit lorsqu'elle avait conclu que pour qu'il y ait crime contre l'humanité, un acte ne pouvait pas être entrepris uniquement pour des raisons personnelles. La Chambre d'appel a rappelé, je cite, « Le motif est généralement peu pertinent en droit pénal. » Fin de citation. Pour illustrer ce point, la Chambre d'appel du TPY a renvoyé vers l'exemple du procureur pour le crime de vol. Et je cite, par exemple, « Peu importe qu'un accusé vole de l'argent pour acheter des cadeaux de Noël pour ses pauvres enfants ou pour acheter de l'héroïne. Tout ce qui nous importe, c'est qu'il a volé et qu'il avait l'intention de voler. » Fin de citation. La Chambre d'appel du TPY a également estimé dans Procureur contre Blastic que la Chambre de première instance s'était trompée lorsqu'elle a conclu qu'il n'y avait pas d'attaque lancée contre la population civile dans le contexte des crimes contre l'humanité en cas de nécessité militaire. La Chambre d'appel du TPY a souligné, je cite, « l'interdiction absolue de cibler une population civile », fin de citation. De même, la Chambre d'appel au tribunal spécial pour la Sierra Leone, dans l'affaire accusation contre Fofana et Kondewa, a estimé dans cette affaire que la Chambre de première instance était, je cite, se trompait manifestement lorsqu'elle a conclu qu'une attaque systématique et généralisée contre une population civile ne peut pas être caractérisée comme un crime contre l'humanité uniquement parce que l'objectif ultime des forces belligérantes est légitime et ou vise à répondre à une agression. Les règles du droit humanitaire international s'appliquent de façon équitable aux 2 belligérants, quel que soit l'agresseur. Et l'interdiction absolue au titre du droit conventionnel ou coutumier international de cibler des civils empêche de recourir à la nécessité militaire ou tout autre objectif comme justification. Le fait qu'il ne puisse pas y avoir un motif militaire pour cibler des civils a également été reconnu par la chambre préliminaire numéro 1 de cette Cour pénale internationale dans l'affaire du procureur contre Katanga Ngudjolo. À l'heure de confirmer les charges de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, la chambre préliminaire numéro 1 a estimé, et je cite, bien qu'il y ait eu un camp militaire de l'UPC au centre du village de Bogoro et des soldats de l'UPC étaient stationnés dans ce camp, les attaques n'étaient pas seulement dirigées contre une cible militaire, mais également contre la population essentiellement Emma du village. Fin de citation. Deuxièmement, l'argument selon lequel il faut établir que les civils étaient l'objectif primaire ou principal de l'attaque ne signifie pas qu'ils aient dû être l'objectif exclusif de l'attaque. Ce facteur, comme quoi la population civile doit être l'objectif primaire ou principal de l'attaque, n'est pas une obligation absolue ou exclusive. En tout état de cause, comme la Chambre d'appel dans l'affaire Fofana l'a rappelé, je cite, « Ce qui doit être primaire, c'est la population civile en tant que cible et non pas l'objet même
ou l'objectif de l'attaque. Fin de citation. La chambre d'appel dans Fofana a estimé que la chambre de première instance s'était trompée en droit lorsqu'elle a conclu que, je cite, « les éléments de preuve présentés ne prouvent pas, au-delà de tout doute raisonnable, que la population civile était l'objectif primaire de l'attaque. Au contraire, des éléments de preuve démontrent que les attaques étaient dirigées contre les rebelles ou juntes qui contrôlaient les villes, les villages et les communautés, collectivités un peu partout en Sierra Leone. » Fin de citation. Et notamment, la Chambre d'appel a estimé que la Chambre de première instance avait fait confusion entre la cible de l'attaque et l'objectif de l'attaque. Lorsque la cible d'une attaque est la population civile, l'objectif de cette attaque n'est pas pertinent. Fin de citation. Troisièmement, j'aimerais présenter un argument d'ordre factuel. Les civils non EMA étaient l'objet principal de l'attaque et n'étaient pas de simples victimes collatérales. La défense se repose sur les trois témoins privilégiés militaires, P768, P38 et P17, pour arguer du fait que les civils n'étaient pas ciblés à Mongwalu ou à Lendu Jatsi, car l'objectif était plutôt de cibler les forces Lendu et de l'APC. En effet, il existait un motif militaire pour cette attaque. Il s'agissait de chasser le RCD KML-APC et les Lendu de Mongwalu. Toutefois, en parallèle de ces motifs, un autre objectif était de chasser les populations civiles qui étaient également considérées comme des ennemis par les différents outils considérés dans le cadre de la guerre, à savoir le viol, le meurtre, le déplacement forcé, le pillage, la destruction de propriétés et la persécution. Et ceci est étayé par les différents récits des victimes, des témoins privilégiés militaires et politiques et observateurs en Ituri, y compris des journalistes, du personnel d'ONG et du personnel des Nations Unies. À titre d'exemple, je vous renverrai vers les éléments de preuve ou les dépositions des témoins P768, P38 et P17 sur lesquels s'appuie la défense pour prétendre que ce sont les milices APC Lendu et non les civils Lendu qui étaient la cible de l'attaque. L'accusation estime que Bosco Ntaganda a donné des instructions de cibler et tuer des civils et lui-même a ciblé et tué des civils. P768 décrit que Bosco Ntaganda disait souvent à ses troupes, surtout à de jeunes Emma, que les Lendu étaient des ennemis, qu'il fallait les exterminer, qu'il fallait les faire disparaître et les chasser des territoires que l'UPC occupait. P768 décrit comment, avant l'assaut sur Mongwalu, Bosco Ntaganda ordonnait aux troupes d'arrêter tout le monde, quiconque dans les tribus Lendu, et même de les éliminer. P38 a confirmé qu'il s'agissait d'une guerre tribale et que tous les Lendu étaient des ennemis, même les civils. De même, pour l'opération Walendu Jatsi, P38 confirme que tout le monde était considéré comme une cible, y compris les civils. Après l'attaque, il devait également rechercher des Lendu. Il a décrit comment ils utilisaient des armes blanches pour tuer des civils, et en particulier des femmes civiles. P17 et P38 ont décrit les ordres reçus avant l'opération Walendu Jatsi, selon lesquels il fallait nettoyer les villages, les passer au peigne fin, les raser et tuer tous ceux qu'ils trouveraient, y compris des civils. Tous les autres témoins privilégiés ont tous confirmé que les civils non Emma, surtout les Lendu, étaient ciblés, y compris les témoins P10 et P758, qui ont reçu pour instruction de Bosco Ntaganda, pour ce qui est du P10, de tuer les civils Lendu.
Le témoin P55 a déclaré qu'une fois que l'UPC avait pris le contrôle d'une zone, si un Lendu retournait dans cette zone, il serait tué. Le témoin P16 a confirmé que les 3/4 des villages attaqués par l'UPC étaient des villages Lendu ou Ngiti. Des victimes, y compris P22, P18, P19 et P113, ont donné des récits cohérents expliquant comment ou pourquoi ils étaient attaqués parce qu'ils étaient Lendu. P19 et P113 se sont entendus dire que les Lendu n'étaient pas des êtres humains. La défense s'en remet à certains éléments vidéo, y compris ceux filmés par le journaliste de la radio locale, pour expliquer qu'il n'existait pas de politique de l'organisation d'attaque lancée contre la population civile non MA, et notamment suggère que la politique de l'UPC-FPLC et de ses leaders, Lubanga, Chef Kawa, Floribert Kisembo et Taganda, ne devait pas attaquer les civils. Ces déclarations ne reflètent pas la réalité, soit en ce qui concerne les instructions données aux forces, telles que les témoins privilégiés présents le confirment, et ne correspond pas non plus à la réalité de ce qui se passait sur le terrain. Ces retransmissions radio en public, pendant lesquelles des déclarations ont été faites concernant la population civile, représentent une propagande de l'UPC à des fins politiques, y compris destinée au pouvoir étranger présent en Ituri à l'époque. Par exemple, la vidéo à Mangwalu, dans laquelle Floribert Kisembo et d'autres cadres de l'UPC tels que Bosco Ntaganda sont interviewés par le journaliste de Radio Kandip. Tout d'abord, Radio Kandip a été décrit par les témoins comme étant utilisé par l'UPC comme outil de propagande et sous le contrôle de l'UPC à l'époque. Deuxièmement, il apparaît clairement que Floribert Kisembo ne s'adresse pas à des civils Lendu dans cette vidéo. Le témoin P16 explique, et je cite, « Floribert Kisembo a montré son comportement contre les Lendu à maintes reprises puisqu'il ne s'attaquait que à des villages Lendu. Les EMA en ont profité pour créer le FPLC et se battre contre les Lendu. Il s'agit d'un témoin privilégié militaire. Qu'en est-il du chef Kawa ? Il a été accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre au Congo pour son rôle dans les attaques sur Zumbe et des crimes incluant le meurtre et attaques sur des objectifs civils protégés. Qu'en est-il de Thomas Lubanga ? Le témoin P16 décrit que lui aussi considérait les Lendu comme un ennemi. Quid de la réalité de l'UPC-FPLC et de sa composition ethnique, des témoins, y compris les témoins privilégiés politiques UPC P41, P5 et le témoin privilégié politique du PUSIC P12 et les témoins privilégiés militaires, y compris le P16, confirment que l'UPC-FPLC était en réalité une organisation essentiellement EMA et que les EMA détenaient le pouvoir. L'introduction d'autres ethnies, une fois de plus, n'était que propagande de l'UPC. Ceux d'autres ethnies, y compris un ou deux membres des Lendu ou des Ngiti, n'ont rejoint l'UPC que par la contrainte. Le témoin protégé politique PUSIC P12 a expliqué que l'UPC était un mouvement exclusivement EMA et l'avait toujours été. Il a déclaré que l'UPC était un mouvement
que la suggestion selon laquelle le mouvement avait été créé par le peuple d'Ituri était un mensonge, un vaste mensonge entre guillemets. P12 cite un exemple d'un non-EMA désigné secrétaire national de l'UPC. Cette personne, Denis Akobi, lui a dit qu'il était devenu secrétaire national de l'UPC car il n'avait pas le choix. Il voulait vivre à Bunia et a dû rejoindre ce mouvement afin de ne pas être tué. Le témoin 41, un cadre politique non EMA au sein de l'UPC, a expliqué que les non-EMA dans l'UPC ne faisaient pas partie du processus de prise de décision. Et il déclare en français. Donner une bonne image du mouvement. End quote. Fin de citation. Le témoin privilégié militaire P16 explique également que lui-même n'exerçait aucun pouvoir réel à son poste au sein de l'UPC-FPLC car il n'était pas EMA. Je vais maintenant brièvement répondre à certains arguments avancés par la défense. Tout d'abord, la défense affirme que l'accusation n'a pas établi qu'il existait des enfants soldats âgés de moins de 15 ans dans les rangs de l'UPC. Cette affirmation est en contradiction totale vis-à-vis de tous les éléments de preuve crédibles que nous avons en ce qui concerne l'enrôlement et la conscription, l'utilisation des enfants de moins de 15 ans par l'UPC et le FPLC. Ces éléments de preuve nous viennent de 10 témoins privilégiés politiques et militaires ainsi que de plusieurs autres témoins et de vidéos et de documents de l'époque. La défense affirme que l'accusation doit d'abord prouver la date de naissance des témoins en utilisant des éléments objectifs, que les récits de témoins oculaires qui ont travaillé eux-mêmes, qui ont utilisé eux-mêmes, qui ont démobilisé ces enfants ou vu l'état-major de l'UPC ne peuvent pas être fiables parce qu'ils sont simplement subjectifs et non que l'on ne peut s'appuyer sur ces éléments. L'accusation note que les conclusions de la Chambre de première instance 1 est que il est possible pour des témoins non experts d'établir une différence entre un enfant qui a sans aucun doute moins de 15 ans et un enfant qui a sans aucun doute plus de 15 ans. Fin de citation. La défense s'appuie sur la déposition au procès des témoins D37 et D11. D37 a déclaré qu'il appartenait à une force d'autodéfense EMA à Mandro qui avait été organisée pour défendre la communauté EMA sous la direction du chef Kawa et de Bosco Ntaganda. Le témoin se rappelle avoir rejoint le groupe en juin 2002 et qu'ensuite ce groupe était devenu une partie du FPLC après la prise de Bunia en 2002. Le témoin affirme qu'il y avait des enfants de moins de 18 ans au sein de l'UPC, mais qu'il n'y en avait aucun de moins de 15 ans. Et déclare-t-il, il n'y en avait certainement aucun dans l'escorte de Bosco Ntaganda. Cet élément de preuve n'est pas plausible et contredite par toute une série d'éléments de preuve crédibles en ce qui concerne le recrutement et l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les forces de l'UPC et au sein des gardes du corps de Bosco Ntaganda. Le témoin D11 de la défense déclare qu'il n'a vu aucun enfant soldat au sein de l'UPC. Et il dit, s'il y en avait, peut-être qu'ils étaient à l'intérieur. Fin de citation. Il explique qu'il y avait peut-être des enfants de moins de 15 ans sous l'égide du FPLC à l'intérieur, mais pas à Bunia.
Ces enfants sont peut-être venus chercher à manger ou une protection et on leur a peut-être demandé de faire des tâches mineures telles que le transport d'équipements militaires. Ils n'ont certes pas reçu de formation militaire. Le témoin D11 déclare qu'il ne savait pas s'il y avait des enfants de moins de 15 ans qui étaient utilisés au cours des batailles ou s'il y en avait au camp d'entraînement militaire de Rampara. Il n'a pas pu vérifier l'âge des recrues. La Chambre de première instance 1 a conclu en ce qui concerne ce témoin, et je cite la Chambre a pris en considération les relations professionnelles étroites entre ce témoin et l'accusé. Et elle a pesé sa déposition avec d'autres éléments de preuve convaincants qui indiquent qu'il existait bien des enfants de moins de 15 ans au sein du FPLC. La Chambre considère que ce témoin a souvent été évasif dans sa déposition, que la Chambre a pris avec beaucoup de prudence. En conséquence, la Chambre ne s'est appuyée sur son récit que lorsque celui-ci était étayé par d'autres éléments de preuve crédibles. Fin de citation. I will now turn, Your Honors, to... Madame le Président, je vais maintenant passer aux arguments de la défense selon lesquels le viol et la réduction en esclavage sexuel des enfants soldats ne constituent pas un crime de guerre. L'accusation fait valoir que le traité et le droit coutumier reconnaissent que les enfants sont particulièrement vulnérables au cours de conflits armés et qu'ils doivent bénéficier des protections juridiques en conséquence. Les enfants soldats continuent à bénéficier de ces protections même s'ils participent directement aux hostilités et qu'ils perpétuent ces crimes au sein du même groupe armé que ceux qui les dirigent ou non. Au cours d'un conflit armé non international, les enfants disposent de protections au titre du droit humanitaire international. Ils sont protégés tout d'abord par les garanties fondamentales du traitement humain visées à l'article 4 du protocole 2 supplémentaire et au titre du droit coutumier, car ce sont des personnes affectées par le conflit armé, ce qui inclut une prohibition absolue à l'égard de la violence sexuelle. Outre les garanties fondamentales applicables à tous, les enfants disposent d'une couche de protection supplémentaire car ils sont particulièrement vulnérables. Ces protections incluent l'interdiction du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats reconnus comme crimes séparés au titre du statut de cette Cour, ainsi que d'autres règles s'agissant de la santé et du bien-être des enfants touchés par le conflit armé. L'accusation fait valoir qu'en combinaison, les hauts niveaux de protection dont bénéficient les enfants dans le cadre du traité et du droit coutumier sous-tendent la proposition selon laquelle les enfants continuent à bénéficier de ces protections juridiques même lorsqu'il s'agit d'enfants soldats. L'accusation reconnaît que beaucoup d'enfants soldats ont un rôle actif dans le combat et qu'en conséquence, ils participent directement aux hostilités. Toute participation de la sorte a un impact sur les protections générales dont bénéficient les enfants, comme étant affectés par le conflit, et les protections particulières dont ils bénéficient étant donné leur vulnérabilité en tant qu'enfants. Tant que, y compris les enfants soldats, participent directement aux hostilités, ces personnes peuvent être légalement ciblées et tuées par les forces d'opposition qui peuvent s'engager dans une force militaire légale contre les forces ennemies sans obligation légale d'établir une distinction entre les enfants et les adultes qui participent au combat. Cependant, l'accusation fait valoir qu'il existe une différence fondamentale entre perdre sa protection vis-à-vis du fait que l'on est une cible des forces de l'opposition des forces opposantes pendant les hostilités et perdre les protections de traitement pour ces enfants
par les membres de la force au sein de laquelle ils sont conscrits ou enrôlés. Ces enfants soldats peuvent ne pas bénéficier de la protection dans le cours de l'attaque puisqu'ils participent directement aux hostilités. Ce n'a pas d'impact cependant sur leurs autres protections légales. Cela inclut leur protection contre le fait d'être sujet à la violence sexuelle, une position qui est étayée par la pratique coutumière. En outre, la protection accepte l'accusation accepte que le droit humanitaire international est généralement structuré autour d'une réglementation du comportement entre les parties à un conflit armé, plutôt que de réglementer le comportement des membres d'un parti au conflit armé par rapport à l'autre. Cependant, l'interdiction du recrutement d'enfants soldats donne une obligation légale aux commandants des groupes armés de ne pas exposer les enfants au risque de participation au conflit armé en les soumettant à la conscription, à l'enrôlement ou en les utilisant dans leurs forces. Ceci constitue une exception à la position traditionnelle parce que cela réglemente le comportement d'une partie à un conflit par rapport à ses propres membres. L'exception est faite de manière à prévoir une protection explicite pour les enfants en tant que groupe vulnérable. Par conséquent, le fait que ce comportement ait eu lieu au sein d'une partie à un conflit armé ne constitue pas une barrière à la reconnaissance des enfants soldats en tant que victimes de viol et d'esclavage sexuel. J'en arrive maintenant à la remise en cause par la défense de la crédibilité de certains témoins de l'accusation. La défense présente un argument vague et non étayé selon lequel les éléments de preuve présentés par certains témoins de l'accusation et peut-être la totalité de la preuve de l'accusation est remise en cause à cause des intermédiaires. La défense fait spécifiquement référence aux témoins P38, P5 et P20 qui ont eu des contacts initiaux avec le bureau du procureur par le biais de l'intermédiaire P316. On ne sait pas très bien si la défense demande à la Chambre de complètement laisser de côté les dépositions de ces témoins ou si la défense affirme que ces témoins, pour ce qui est de P38 et P05, que ces témoins n'étaient pas véritablement les témoins privilégiés militaires et politiques qu'ils prétendent au sein de l'UPC-FPLC. La défense n'a pas fait mention du fait que le témoin P38, qui a témoigné dans le procès Lubanga, a été interrogé et contre-interrogé longuement au sujet du fait de savoir si P316 ou quelqu'un d'autre avait influencé sa déposition. La Chambre de première instance numéro 1 a pleinement testé la crédibilité de P38 et a déterminé qu'il avait donné un récit totalement crédible et que malgré ses liens avec P316, la Chambre a conclu qu'il était effectivement un témoin fiable dont la déposition était véridique et précise. Je termine là ma citation. Nous faisons valoir que les arguments de la défense au sujet de P38 n'ont pas de fondation factuelle. S'agissant du P5, en tant que témoin privilégié de l'UPC politique, il y a de nombreux documents contemporains de l'UPC attestant de sa position et de son rôle au sein de l'UPC. L'accusation, au cours des procédures de Lubanga, a interrogé P05 et P20 qui n'ont pas témoigné directement. On leur a demandé s'ils avaient été influencés et poussés à mentir par le témoin 316. Ils ont nié avoir été influencés d'aucune manière dans leur déposition.
faites devant l'accusation. Les transcriptions des entretiens avec le bureau du procureur de P5 et de P20 ont été divulguées au titre de la règle 77 dans cette affaire et non pas en tant qu'élément de preuve à charge. Et c'est donc à l'accusation d'attirer l'attention de la Chambre à ce sujet. Pour ce qui est du témoin de la défense D18, dans sa déposition devant la défense, il déclare que l'intermédiaire P316 a influencé d'autres personnes et les a poussées à faire de fausses déclarations au bureau du procureur. Il faut remarquer que dans sa déposition sous serment, au cours du procès Lubanga, il a confirmé qu'il ne connaissait personne d'autre qui ait pu être influencé et mentir. Et je cite l'interrogatoire de ce témoin devant la cour. Question: vous ne connaissiez personne qui ait menti? Vous ne connaissiez personne qui ait menti au bureau du procureur, n'est-ce pas? Il répond: si. Je l'ai dit en 2009, un peu plus loin, et je cite: je ne connais personne recruté par l'intermédiaire pour les mêmes fins, qui est pour fournir des informations à l'OTP, qui n'est pas. Je ne connais personne donc dans cette catégorie. L'intermédiaire ne m'a pas donné de détails au sujet de qui il avait contacté ou d'autres personnes qui auraient pu être témoins. Je suis la seule personne qui ait eu des contacts avec cet intermédiaire dans ces circonstances. C'est ce que vous avez déclaré à l'enquêteur en juin l'année dernière, n'est-ce pas? Réponse: oui, c'est exact. Fin de citation. J'en arrive maintenant au témoin P10. Pour ce qui est du témoin P10, la Chambre de première instance 1 a noté que la défense dans cette affaire n'avait pas contesté le fait que P10 avait bien été soldat au sein du FPLC et a constaté que la vidéo et les commentaires de P10 à son sujet demeuraient non affectés par les critiques faites au sujet de son âge. L'attaque de la défense menée aujourd'hui à l'égard de la crédibilité du témoin P10 s'appuie sur la difficulté qu'il y a à déterminer son âge. Dans plusieurs documents d'identification et dans des récits qu'elle-même et d'autres témoins ont fournis, la date de naissance du témoin P10 n'est pas cohérente. Ce qui a conduit la Chambre de première instance numéro 1 dans le jugement Lubanga qu'elle ne pouvait pas conclure au-delà de tout doute raisonnable que P10 avait moins de 15 ans au moment où elle était soldat au sein de l'UPC. Cependant, cette question n'est pas pertinente ici, car l'accusation a dit clairement quelle était sa position dans le dossier de l'affaire. C'est-à-dire qu'elle ne s'appuie pas sur le témoin P10 en tant qu'enfant soldat. La déposition du témoin P10 en tant que témoin privilégié militaire est particulièrement pertinente dans cette affaire. La défense, la requête de la défense de laisser de côté la totalité de la déposition de ces témoins devrait être rejetée. La défense se plaint également des expurgations faites en ce qui concerne l'identité de 4 témoins, les témoins P758, P13, P18 et P19. Cependant, l'article 68.1 et la règle 81.4 autorisent explicitement l'expurgation de l'identité des témoins pour des raisons de sécurité au stade de la confirmation des charges. Ceci est approprié au stade préliminaire où, si les charges sont confirmées, les parties peuvent ensuite étudier plus en profondeur les questions de crédibilité du témoin au cours du procès. Comme Madame le Président l'a déclaré le premier jour de cette audience, il ne s'agit pas ici d'un procès ou d'un mini-procès. Nous sommes ici pour faire un filtre
distinguer les affaires qui doivent être renvoyées devant la Cour et celles qui ne doivent pas l'être. Avec le témoin 758 et d'autres témoins, la défense invite la Chambre à se livrer à cet examen en profondeur au sujet de la crédibilité et de la fiabilité de pièces individuelles au sein de la preuve de l'accusation, ce qui n'est aucunement anticipé ou même possible dans ces procédures. Une telle évaluation ne peut être effectuée qu'après que la crédibilité, la fiabilité et la cohérence de la preuve soient étudiées par le biais de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire des témoins. La présentation des éléments de preuve des témoins par des déclarations écrites est considérée comme la norme au stade préliminaire, étant donné la nature et l'objectif de cette audience. L'accusation fait valoir qu'une évaluation équitable à ce stade doit d'abord et uniquement consister à la question de savoir si ces témoins sont crédibles et fiables et s'ils peuvent étayer les charges. La preuve sur laquelle s'appuie la défense ne remet pas en cause la preuve de l'accusation. La preuve démontre qu'il y a des questions contestées de faits qui doivent être résolues lors d'un interrogatoire en profondeur et d'un examen en profondeur des éléments de preuve au procès si possible. Il faut voir la preuve de l'accusation dans son ensemble et non pas isolément. Il faut avoir le tableau global et non pas examiner les pièces l'une après l'autre. Pour conclure, Madame le Président, la preuve de l'accusation établit des motifs substantiels de croire que Bosco Ntaganda et l'UPC se sont livrés à une attaque de grande échelle et systématique contre la population civile dans le cadre d'une politique d'une organisation. Que l'UPC et l'UPC-FPLC étaient bien une organisation structurée avec la capacité de se livrer à la violence. Qu'un conflit armé n'ayant pas un caractère international a bien existé entre le 2 juillet 2002 et le 31 décembre 2003 ou autour de ces dates. Que pendant les attaques sur les collectivités de Banyali Kilo et de Walanso Djadzi, en novembre et décembre 2002 et février et mars 2003, Bosco Ntaganda et l'UPC ont commis les crimes de meurtre, tentative de meurtre, déplacement forcé, attaque contre une population civile, viol, réduction en esclavage sexuel, puis persécution, destruction de propriété et destruction d'objets protégés. Que Bosco Ntaganda et l'UPC ont bien enrôlé et soumis à la conscription des enfants de moins de 15 ans et qu'ils les ont utilisés à participer activement dans les hostilités. Que les troupes de l'UPC ont commis des viols et ont réduit à l'esclavage sexuel des filles soldats. Que Bosco Ntaganda a personnellement commis des crimes, que Bosco Ntaganda a planifié des attaques, qu'il a obtenu des armes et des munitions pendant et après les attaques, qu'il les a livrées pendant et après les attaques, qu'il a déployé des troupes, qu'il a commandé des assauts, qu'il a participé directement à ces attaques, qu'il a émis des ordres, qu'il a insisté sur le respect de la hiérarchie, qu'il a créé des secteurs, promu du personnel, qu'il avait le pouvoir de sanctionner ses troupes, qu'il avait recruté cette armée, entraîné les recrues, qu'il avait gardé un œil attentif sur les activités quotidiennes de ses forces, qu'il était le commandant clé chargé des opérations et de l'organisation, que Bosco Ntaganda a la responsabilité pénale individuelle des crimes imputés qu'il a commis, ordonnés, suscités ou tentés
de susciter, conformément à l'article 25.3a, en tant qu'auteur direct, auteur direct ou co-auteur indirect, article 25.3b, 25.3f, ou auquel il a contribué en vertu de l'article 25.3d, ou en tant que commandant militaire en vertu de l'article 28a. En particulier que lui et ses co-auteurs ont contribué à la mise en œuvre d'un plan commun et qu'il a utilisé les forces de l'UPC et des civils EMA pour le soutenir et à sa disposition pour contribuer à de tels crimes, qu'il avait l'intention ou qu'il était bien conscient du fait que mettre en œuvre le plan commun aurait pour conséquence, dans le cours ordinaire des événements, la commission des crimes imputés, qu'il a agi au sein d'un groupe dans un but commun pour commettre des crimes auxquels il a contribué avec l'objectif de mener une activité criminelle ou en ayant connaissance de l'intention des groupes de commettre le crime, qu'il disposait du commandement effectif et du contrôle effectif des troupes de l'UPC et qu'il n'a pas pris les mesures raisonnables et nécessaires pour prévenir, réprimer ou punir les auteurs de crimes. Madame le Président, Messieurs les juges, l'accusation demande que les charges contre Bosco Ntaganda soient confirmées et qu'il soit renvoyé au procès. Merci. Thank you, Ms. Sampson. Président, merci Madame Sanson.